J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous investir autant dans les relations humaines? Alors, il y a, comme dans tous les problèmes humains, il y a plusieurs chemins, mais les chemins qui m'ont conduit là où j'en suis aujourd'hui ont été d'une part de découvrir très tôt, au début de ma vie adulte, de ma vie amoureuse, de ma vie professionnelle, de ma vie sociale, que j'étais un infirme de la communication. Et ce n'est pas une métaphore. J'ai vécu cela douloureusement dans mon corps, dans mes relations. C'est un paradoxe parce que j'étais psychomachin chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer. Mais pour ce qui concernait ma propre vie, j'étais en souffrance. J'étais vraiment un handicapé de la communication. Et surtout, le deuxième chemin, c'est quand je suis devenu père pour la première fois. Au fond, les 65 livres que j'ai écrits, je les ai écrits en direction de mes enfants. Ceux qui m'ont délogé de mes certitudes, de mes fausses croyances, de mes affirmations. J'étais une sorte de Cro-Magnon qui croyait que je savais tout, que j'avais réponse à tout. Et puis, la troisième démarche, c'est quand j'ai découvert que ce qui est un scandale aujourd'hui, que dans aucun pays au monde, on ne nous apprend pas à communiquer. On ne nous apprend pas cette matière aussi vitale qui est de mettre en commun. Parce que c'est ça le sens du mot communication, mettre en commun. Et ça devrait déjà nous interroger, ça devrait nous réveiller. Mais comment notre vie est tissée que de relations. Les 7 grandes relations humaines en amont de la vie, relations avec nos parents, qui sont des relations difficiles, parce qu'on les aime, mais on a souvent des contentieux, on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas compris. Du côté du cœur, les relations amoureuses, qui deviennent des fois des relations de couple, et qui sont souvent chargées aussi de malentendus, parce que je le rappelle souvent, ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation. Du côté droit, c'est symbolique, les relations dans le monde du travail, travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie par jour. Et la question la plus importante, c'est pas combien je la vends, même si la question du salaire est très intéressante, mais comment je la vends. Et aujourd'hui, nous la vendons mal. Il y a beaucoup, beaucoup de violence dans le monde du travail. En aval de la vie, la relation aux enfants. Les enfants, c'est notre part d'éternité, donc c'est une relation essentielle, importante, parce que les gens devraient mieux le comprendre. Nos enfants sont d'une habileté incroyable pour réveiller l'ex-enfant qui est chez nous. Ce qui fait que, de loin, on croit voir un adulte penché sur un enfant. En fait, il y a 2 enfants en présence, et le plus petit des 2 n'est pas celui. Parce qu'ils traînent des bagages importants. Oui. Et alors, et ensuite, il y a la relation à cette planète, la planète Terre, qui nous a accueillis il y a des millions d'années, mais que nous maltraitons. Tout à fait. L'écologie relationnelle, c'est-à-dire le rééquilibrage des relations. On prend quelque chose, mais on doit donner. Les Amérindiens, les cultures dites primordiales, avaient cette notion d'une relation qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant. Les Indiens, les Indiens d'Amérique du Nord, quand ils tuaient un bison, ils lui demandaient la permission de le tuer. Parce qu'il dit, grâce à toi, je vais survivre, mais je ne prendrai que ce dont j'ai besoin. Mais nous sommes passés dans une autre dimension avec beaucoup, beaucoup de violence avec cette planète. Et je crois que chacun d'entre nous devrait avoir une relation d'amour et pas uniquement des défilés dans la rue ou des déclarations ou des défilés avec des bougies, mais des actes concrets. Moi, par exemple, je plantais des arbres. J'ai planté 19 000 et quelques arbres dans ma vie. C'est le cadeau que je fais à cette planète. Je veille à économiser l'eau quand je me lavais les dents au lieu de laisser couler le robinet. Une reconnaissance, une gratitude. Voilà. Et puis la relation au divin. Alors, suivant les croyances, on peut le mettre au-dessus, on l'appelle Dieu, Allah ou autre chose, et moi, je le mets à l'intérieur de moi. Je crois qu'il y a du divin en chacun d'entre nous. C'est une relation que moi j'ai méconnue pendant longtemps, que j'ai un peu apprivoisée autour de 50 ans. J'ai 77 ans donc cette année. Donc c'est une relation importante, une relation essentielle de s'accorder, de se relier, de s'accorder avec le divin qui est en nous. Alors voilà, vous voyez les 7 grandes relations qui tissent notre existence au monde. Et puis je prétends au fond que la vie n'est qu'une succession de naissances. Au fond,
nous passons notre existence à nous mettre au monde à travers des rencontres, À travers des rencontres. des rencontres magiques, des fois déstabilisantes, éprouvantes. Ça peut être des rencontres de personne à personne, ça peut être la rencontre avec un livre, un film, une musique. Moi, quand j'ai écouté Jean-Sébastien Bach la première fois, j'ai l'impression que je venais au monde. Je venais au monde de la musique. Je venais d'un milieu populaire où on ignorait qui était Bach. Et dans une église, je l'entends et je me sens rejoint dans quelque chose de profond. Je suis né à l'amour, je suis né à l'inconscient quand j'ai fait la psychanalyse, aux relations humaines quand j'ai commencé à m'interroger. Donc la vie n'est qu'une succession de naissances faite de rencontres et de séparations. Ça, il ne faut pas l'oublier. Séparation nécessaire, sortir du ventre maman, quitter le milieu familial pour construire son propre milieu familial, conjugal. Des séparations choisies. Je choisis de me séparer de la femme que j'aimais, ou peut-être je n'aime plus, ou séparation imposée, c'est elle qui choisit de me quitter. Voilà. Donc, c'est important d'être toujours en état de vigilance pour être prêt à se mettre au monde à travers cette succession de naissances. Mais toujours, ça nous ramène à soi. Oui. Ça nous ramène à l'amour de soi. Ça, c'est la clé. Ça, c'est, or, justement, un des drames de notre culture, c'est que les gens ne s'aiment pas. Ils communiquent mal avec eux-mêmes Voilà. aussi. Ils communiquent mal, ils ne s'aiment pas. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils sont sans arrêt dans le besoin d'être aimés. Ce qui fait que dans beaucoup de couples, on va dire à l'autre je t'aime, et ça veut dire aime-moi, aime-moi. On va essayer de se l'approprier, de le capter, et il y a un véritable terrorisme relationnel dans beaucoup de relations de couple. Et aujourd'hui d'ailleurs, si vous regardez autour de vous, au Québec comme en Europe, 2 couples sur 4 se séparent. Parce qu'ils ne savent pas mettre en commun. Ils ne savent pas communiquer. C'est-à-dire apprendre que si l'amour que j'ai pour vous, je vous rencontre à 25 ans, vous avez 25 ans, j'ai de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour moi, c'est symbolique. Et est-ce que ces 2 amours, voyez-vous, vont s'accorder, vont vibrer ensemble? Et est-ce que je serai capable de nourrir l'amour que j'ai pour vous? Au lieu de consommer, cette notion de consommation. Il y a des gens qui disent, j'aime cette femme, puis ils s'installent confortablement dans la relation, ils consomment l'amour, voilà. Et ils ne se rendent pas compte que s'ils consomment cet amour, ils se réveillent un matin, 10 ans, 15 ans plus tard, en prenant le petit déjeuner, ils se regardent, ils regardent l'autre, ils disent, qu'est-ce que je fais là, où j'en suis? Si je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus appeler amour les sentiments que j'ai, de la gratitude, de l'affection, de la tendresse, de l'admiration. Mais ce n'est plus de l'amour, parce qu'on n'a pas su le nourrir. Ça m'étonne toujours, voyez-vous, parce que le propre du vivant sur cette planète, la planète Terre sur laquelle nous vivons, nous les humains, tout l'enseignement de cette planète nous le dit, c'est que le vivant doit être entretenu, il doit être nourri, il doit être vivifié. Je plante des arbres, eh bien je dois les arroser, je dois élaguer, je dois veiller à ce que des plantes parasitaires ne fassent pas trop ombrage, etc. Ou d'autres plantes naissent et vont étouffer peut-être la plante, l'arbre que j'ai planté, etc. Donc c'est pareil pour les sentiments humains, c'est pareil pour la communication. Regardez, vous êtes vivante, vous sécrétez des déchets, vous allez aux toilettes, vous transpirez, etc. Et c'est le signe que vous êtes vivante. Eh bien, peu de gens savent que si nous avons une relation vivante, soit comme couple, soit comme vous êtes ma fille ou je suis votre père, vous êtes ma mère, je suis votre fils, si la relation est vivante, elle va sécréter des déchets. Et le paradoxe, c'est qu'on n'apprend pas à les enlever. Dans une relation amoureuse, justement parce que la relation est vivante, il va y avoir nécessairement une production des déchets. Et à certains moments, on va sentir qu'on a envie d'envoyer du bon à l'autre, et ça n'arrive pas jusqu'à l'autre. Parce que ce que j'appelle la tuyauterie relationnelle, vous voyez, une relation, c'est comme un canal, un pont, une passerelle, sur lequel va passer des messages positifs ou des messages plus ou moins négatifs. Eh bien, si j'envoie un message positif, je t'aime, ou tu es vivante, ou je te trouve merveilleuse, mais si nous n'avons pas nettoyé la relation, le message positif, il coince.
et dont il n'arrive même pas à celui à qui il est destiné. Elle-même, d'ailleurs, si elle veut m'envoyer un message positif, parfois il n'arrivera pas jusqu'à moi parce qu'on n'a pas pris soin de faire ce que j'appelle le nettoyage de la tuyauterie relationnelle. L'entretien. Mais Voilà. on arrive au centre de votre propos qui est être à l'écoute Oui, et écouter. Voilà. C'est un échange qui fait en sorte que les tuyaux sont toujours bien propres et lubrifiés Oui. au fur et à mesure de la ou, relation. ou se rendre compte que s'il y a un message négatif qui est venu de l'autre, de ne pas le garder et de le redéposer chez l'autre. Ça, c'est aussi une façon d'apprendre à se respecter. Mais tout à l'heure, nous disions, et vous me confirmiez, c'est vrai que la partie aveugle de la communication, c'est l'écoute. Nous ne savons pas écouter. Et nous ne savons pas surtout entendre. Ça veut dire avoir ce que moi j'appelle l'écoute active. Il y a ce que vous allez me dire et ce qui arrivera jusqu'à moi. Et la façon dont moi, éventuellement, je vais vous le redonner pour que peut-être vous entendiez des choses. Parce que ma grand-mère disait, nul n'est plus sourd que celui qui entend. Nul n'est plus sourd que celui qui entend. Donc la véritable écoute, c'est celle qui permet à la personne qui parle d'entendre ce qu'elle dit. Ça, c'est sur le plan de la communication. Puis sur le plan de l'amour, c'est vrai, personne ne nous apprend à nous aimer. Dans une culture judéo-chrétienne, c'est pas bien vu. On vous traite aussitôt d'égoïste, d'égocentrique, etc. Mais quand je dis l'amour de soi, c'est pas l'amour narcissique. Moi, je suis le plus beau, le plus intelligent. C'est l'amour de bienveillance, l'amour de respect que chacun d'entre nous devrait avoir envers soi-même. Et moi, ce que j'enseigne au fond, c'est que si je ne sais pas m'aimer, j'aurais du mal à aimer. Et je serais donc dans le besoin d'être aimé. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est le début d'une relation terroriste. Alors, vous voyez, tous les cheminements qui vont nous conduire pas à pas, je ne sais pas si ce sera vers une certaine sagesse, mais je vais plutôt dire une sorte d'équilibre, d'accord interne, vous voyez. Parce que je crois que la sagesse, c'est pas un état permanent. C'est un mouvement. La meilleure image que j'ai, c'est comme un horizon. J'ai un horizon, la bleuté, et je vais vers cet horizon. Et puis je me rends compte que plus j'avance, et plus l'horizon presque se dérobe, ou il ne se dérobe pas, mais devient peut-être encore de plus en plus vaste. Et c'est comme si je vais avoir du mal à l'atteindre, du mal à me fondre. Mais le plus important, c'est ce que je vais découvrir sur ce chemin que je suis enfin en train de faire vers cet horizon, vers cette recherche de sagesse. Alors, nous pouvons la mettre comme une sorte d'objectif à atteindre, mais moi je crois que durant notre vie terrestre, je crois que ça sera très difficile. Peut-être certains êtres qui arriveront, on le dit, ou on le pense, ou on le croit, à l'illumination, mais je crois que c'est réservé vraisemblablement à de rares êtres qui sont sur un chemin comme ça de recherche, de recherche spirituelle profonde. Mais pour nous, pour vous, moi, peut-être vous êtes plus loin que moi, je n'en sais rien, pour la plupart des humains, des hommes et des femmes, c'est de se mettre en chemin. Et le plus important, c'est ce qu'elles vont découvrir sur ce chemin, qui va leur permettre, ça c'est mon utopie, de rencontrer le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir rencontrer aussi le meilleur de l'autre. Et offrir le meilleur d'elle-même ou de lui-même. Si on l'a rencontré, l'offrir également. Si l'autre, c'est le recevoir. Parce qu'on est toujours... Vous savez, nous sommes des êtres pleins de contradictions. On a parlé de l'amour tout à l'heure. L'amour est à la fois, vraisemblablement, la chose la plus recherchée et certainement la plus maltraitée. Et pourtant, c'est ce à quoi nous aspirons le plus, à être aimés. Et souvent, quand nous recevons l'amour de quelqu'un, on n'essaie pas toujours de le recevoir, ou on va réclamer plus, ou autre chose, etc. Donc, il y a une succession comme ça d'impasses, de malentendus possibles dans les relations humaines. Mais ça, c'est la liberté d'être humain, c'est d'avancer avec nos tâtonnements, nos errances, et ce dynamisme qui nous permet d'aller comme ça vers un horizon, un ciel, un univers de sagesse. Et selon vous,
quelle est la voie de la sagesse pour vous? Vous parliez de marcher vers cet horizon qui est la sagesse. Alors, Mais oui, quelle voie vous permet de l'enligner le plus facilement alors et de vous déjà pour s'y moi, le acheminer? premier point, c'est de sortir de la dualité. Parce que en Occident en particulier, nous sommes pendant un désir. Hein. Nous vivons ensemble, je voudrais avoir un enfant. Et je ne me pose pas de questions. Je voudrais, ma chérie, que tu répondes. Donc, que tu sois d'accord pour me faire cet enfant. Ou vous me dites, moi, je voudrais vivre à la campagne. Donc, toujours dans le besoin, dans l'exigence. Oui, mais surtout, on a un désir et on est dans la dualité où il est satisfait et je suis comblé, où il n'est pas satisfait et je suis frustré. Et je t'en veux, ou je suis des fois agressif, ou je me replie, ou je fuis, etc. Il faut sortir de cette dualité pour ce que moi j'appellerais plutôt la voie du milieu. Ça veut dire un désir, même s'il n'est pas comblé, on peut toujours le respecter en soi. Exemple, vous vivez avec moi, moi je suis vasectomisé. Je ne vais pas pouvoir vous faire d'enfant, mais vous pouvez avoir un désir d'enfant. Alors vous êtes devant une sorte de conflit où vous me quittez parce que votre désir d'enfant est plus important et vous allez tenter de le réaliser avec un autre homme capable de vous le faire, ou vous restez avec moi, mais il faudra que vous preniez soin de ce désir d'enfant. Voyez ? Donc c'est ça, la voie du milieu, c'est même si un désir n'est pas comblé, on peut toujours en prendre soin. Moi, à 20 ans, j'avais le désir d'avoir une île. Ben, pendant plus de 42 ans, j'ai pris soin de mon désir d'avoir une île. Je m'en suis occupé à moi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je peux avoir une maison. J'ai une maison dans une île. Je n'ai pas l'île, mais j'ai déjà un pas. Vous voyez, donc, sortir de cette dualité du tout au rien, même si l'autre ne répond pas à nos attentes, ce n'est pas parce qu'elle me dit non que mon attente disparaît. Voilà. J'aimerais qu'on puisse vivre un jour à la campagne. Il dit non, mon travail me tient à la ville, et puis moi, j'aime voir des spectacles, etc. Bien, ça ne change rien à ma demande. J'ai toujours la demande qu'un jour, et donc, tant que je vivrai avec cette femme, j'aurai un petit objet symbolique. Voici ma demande un jour de vivre à la campagne. Et même si ça ne se réalise pas, le seul fait, voyez-vous, de prendre soin de mon besoin, de mon désir, de mon sentiment, fait que je me respecte et que je suis moins dans la frustration. C'est comme dans les séparations amoureuses. On a vécu ensemble 10 ans, vous me quittez, vous me dites, eh bien, je n'ai plus d'amour pour toi, l'amour que j'avais, il s'est délité. Mais ce n'est pas parce que vous me quittez que l'amour que moi j'ai pour vous disparaît. Moi, je continue à vous aimer. Alors, est-ce que je vais me faire souffrir ? Vous voyez, les amis vont me dire, allez, arrête de l'aimer, c'était pas une femme pour toi, etc. Non, même si vous me quittez et que j'ai toujours de l'amour à moi pour vous, c'est à moi de prendre soin de cet amour, d'en prendre soin. Et jusqu'à ce qu'il meure peut-être de mort naturelle, ça mettra 5 ans, 6 ans, 10 ans, ou 8 mois, je n'en sais rien. Voilà. Le propre du vivant, c'est que ça a une vie. Un des chemins de la sagesse passera par la recherche d'un double accord, un accord intérieur entre ce que je pense et ce que je dis, entre ce que je ressens et ce que je fais. Et c'est pas rien, Rogers aurait appelé ça la congruence, cette recherche d'un accord intime dans lequel eh bien, je suis simplement en accord avec moi-même. Et puis un accord avec ce qui m'entoure, car comment puis-je être heureux et en accord avec moi si la femme que j'aime, les enfants que j'ai, mes amis, vous êtes ma femme, vous m'annoncez que votre mère a un cancer, ça sera difficile pour moi de rester sur un accord. Vous voyez, dans ce double accord, accord interne et accord externe avec l'environnement. Si j'apprends qu'il y a Fukushima, qu'il y a des milliers de gens qui ont été contaminés par l'explosion de la centrale atomique, c'est difficile pour moi. Je suis heureux avec ma blonde, je vis un moment de plaisir et de joie, et pourtant il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose en moi, en porte-à-faux. Et c'est très difficile de faire cohabiter ces deux accords, un accord interne, un accord externe. Et donc c'est toujours mouvant. C'est pour ça que ce chemin, eh bien, il n'est jamais linéaire, il n'est jamais tout droit. Il va
il va des fois faire des zigzags, il va des fois régresser, ce chemin vers la sagesse. Mais nous avançons avec cette sorte de tâtonnement, de recherche de cohérence entre un accord interne et un accord externe avec le monde qui m'entoure. Un équilibre. Un équilibre. Monsieur Jacques Salomé, je vous remercie infiniment. C'était très touchant. Merci de votre écoute.